Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique de Oui, vous avez remarqué derrière? Ouais, j'essaie de faire des petits trucs pour améliorer justement ces critiques analyses. Alors par contre, je n'ai pas la lumière qu'il faut, donc vous voyez qu'il y a un petit peu de flou, j'ai essayé de faire ça au mieux. Ça fait un petit peu dégueulasse, je vous prie de m'excuser, mais c'est seulement un essai que je fais pendant plusieurs semaines que je vais faire. Si je me prends pas de strike et si ça marche et si ça vous plaît surtout, eh ben j'investirai vraiment dans de la bonne lumière pour faire quelque chose de vraiment nickel. Mais on est surtout là pour parler de ce chapitre. Ce chapitre était franchement moins dense que celui de la semaine, que les deux dernières semaines qu'on a eu au niveau de la fin d'année 2016, mais il est dans la continuité. On voit qu'on arrive vers la fin. Enfin, on a dépassé le milieu et on arrive vers une résolution de l'arc Toadland. Je sais pas du tout comment ça va se terminer. On va voir en fin de vidéo. On va essayer de faire des petits pronostics. Mais il y a des choses que j'ai bien aimées et il y a des choses que j'ai moins aimées. Je trouve qu'il y a eu quelques petites facilités qui ont été amenées de la part d'Oda et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir de sa part. Bref, plein de choses à dire dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 852, le meilleur chapitre de cette année. Puis en un sens c'est normal parce que c'est le seul chapitre. Cette idée de brûler le livre qu'a eu Jinbei est une très très bonne idée, je n'y ai pas du tout pensé, je sais pas si vous y avez pensé. Moi personnellement j'étais parti dans un putain de délire, c'est-à-dire que il fallait trouver Mondor, lui latter la gueule, lui demander de libérer les Mugiwara ou s'il n'y arrivait pas de le mettre KO et faire un petit peu un remake au niveau de Sugar, ce qui s'est passé au niveau de Dressrosa. Et ben là c'est beaucoup plus simple, même si... avoir laté la gueule de Mondor, ça aurait permis justement la libération de tous les trucs et faire un bordel innommable qui aurait permis justement la fuite de tous les Mugiwara avec aussi Brook, Pedro et aussi Senji. Maintenant on sait ce qui va se passer. Mais non, là le coup de brûler les livres, je trouve que c'est génial et en plus grâce à Nami, ça met en place un petit clin d'œil qu'il y avait déjà eu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais dit dans les précédentes critiques analyses, c'est que quand Luffy essayait de s'arracher les bras et qu'il disait justement à Nami de faire la même chose, on était parfaitement dans ce qui s'était passé au niveau de Little Garden. C'est-à-dire quand Zoro avait voulu se couper les jambes et que justement il avait demandé à Nami et à Vivi de faire exactement la même chose. Et rappelez-vous comment ça se termine. Il y a le gâteau de cire prend feu, ça fait une immense fournaise et à partir de là, ils arrivent à s'échapper. Et là, bah exactement, c'est la même chose. Et c'est pour ça justement que Nami a dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et moi, les petits clins d'œil comme ça, c'est quelque chose que j'adore. Et en plus, encore une fois, pour ceux qui disent qu'il y a beaucoup de fanservice ou qu'il y a du fanservice au niveau de One Piece, au niveau des boobs, les boobs, c'est seulement que dans l'anime, mais pas dans le manga. Parce que, encore une fois, là, on a Nami qui a les affaires qui sont brûlées et ça aurait pu faire comme Fairy Boobs. C'est-à-dire que voir des gros nichons, la petite culotte, etc. Puis après, voir Nami se rhabiller. Alors que vous remarquez ici que Nami a bien les bras qui couvrent c'est ça. Et on voit que quand elle se rhabille, c'est fait un petit peu de dos. Donc on ne voit absolument rien. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que j'apprécie dans One Piece. Maintenant, on va parler un petit peu du cas de Jinbei. Jinbei, en ayant one-shooté la gueule d'Opéra, et là d'ailleurs, Opéra, un petit peu, pas de respect pour ce mec-là, hein. Je ne sais pas s'il va pouvoir se relever, mais là, c'est un pur one-shot qui s'est pris dans la face. Il s'est mis en insubordination, comme il le dit à Nami, par rapport à Big Mom. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu la roulette qui a été faite et qu'il s'est rétracté. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce qui avait été marqué, maintenant que je m'en rappelle, dans les journaux de Toadland. Les mecs avaient dit ouais, Jinbei c'est un gros faible, il a pas été jusqu'au bout. Donc voilà. Maintenant, ça pose quand même un sérieux problème parce que par rapport à ce geste, il s'est mis lui en défaut par rapport à Big Mom, mais il a aussi mis tout son équipage en défaut. Et par ce geste, on a aussi la confirmation que Jinbei devient le 10e membre d'équipage au niveau des Mugiwara. Et ça apporte un autre problème, c'est-à-dire que maintenant, Luffy doit, pour accepter Jinbei et que Jinbei fasse bien partie de son équipage, il doit latter la gueule à Big Mom. Parce que c'est un capitaine, il doit aller trouver Big Mom, lui latter la bouche, lui dire maintenant, moi, je reprends Jinbei et tout son équipage avec moi. Et en plus, la chose la plus importante qui avait été mise un petit peu de côté, c'est que maintenant, l'île des hommes poissons devient sous le drapeau des Mugiwara. Maintenant, on va parler de Luffy. Luffy qui a la dalle, il dit bien qu'il a la dalle. Donc il dit qu'il a faim, mais il dit bien qu'il n'a pas envie de manger. Et là, on a un petit flashback justement qui vient réexpliquer pourquoi justement il dit ça. Et Nami donne aussi une très bonne information. Elle explique que Luffy
dans son état, enfin Luffy dans un état normal a besoin de manger 3 fois plus qu'un humain normal. C'est quand même énorme. Je sais pas ce que vous mangez, mais moi je commence à crocher un petit peu, donc si je mangeais 3 fois plus, putain il me faudrait des tonnes de bouffe par jour. Et il faut quand même se rappeler qu'au préalable, il a quand même laté la bouche de Crackers, il a combattu avec lui 11 heures, 8 heures ou 11 heures, là j'ai un doute. Il a bouffé des biscuits, et vous êtes d'accord avec moi que bouffer des biscuits toute la journée, c'est pas ça qui nourrit un homme. Il a après laté énormément de pièces, l'armée d'échecs, je vais parler de décidément, les barbares, les échecs barbares ou les barbares échecs. Il a aussi combattu beaucoup d'enfants de Big Mom, donc il a dépensé énormément d'énergie parce qu'il était en Gear 4, et même après il a utilisé du haki, et on sait que l'utilisation du haki utilise beaucoup d'énergie. Et ce Luffy complètement débile, au lieu de suivre les ordres de Jinbei, c'est-à-dire se planquer et attendre que les mecs arrivent, qu'est-ce qu'il fait? Il part tout droit pour aller retrouver Senji et justement lui expliquer qu'il s'est fait berner. Et il faut savoir que Senji est quand même au 4e étage, lui Luffy est au 1er étage, donc il doit atteindre les étages supérieurs. Et là on a un petit remake justement de Impel Down. Impel Down qu'on a eu déjà un petit clin d'œil par rapport au fait que Jinbei dise qu'il se retrouve dans une prison, et c'est là où ils avaient fait d'ailleurs leur première rencontre. Donc là on a un petit parallèle qui est quand même assez sympa. Et il faut savoir aussi qu'au 4e étage il y a qui? Il y a Senji bien sûr qui est dans l'infirmerie, mais il y a aussi quelqu'un d'autre. Il y a Big Mom qui est complètement furax, et d'ailleurs le pauvre Brook, on n'a aucune nouvelle. D'ailleurs ça c'est un petit peu chiant. Et surtout devant il y a une putain de Sweet Commander, tout simplement Smoothie. Et là ça va chier. Maintenant, on va parler de Senji et de sa famille. Il est en train de tout expliquer à sa sœur, et sa sœur le croit pour 2 raisons. Premièrement, elle avait des doutes par rapport à Pudding, c'est un truc qu'elle explique, que c'était trop beau pour être vrai. Et deuxièmement, Senji a un bon fond et Senji est incapable de mentir. Et ça, on le sait grâce à la mise en place du dernier flashback de Senji, qui est absolument magnifique. Et ce flashback a aussi une très très grande importance parce qu'il nous explique pourquoi Senji nous a autant cassé les couilles. Pourquoi je l'ai appelé garçon, et encore une fois pour ceux qui ne l'avaient pas compris, c'était de l'humour. C'est tout simplement à cause de la bonté qu'il a reçue de sa mère. Ce flashback nous explique aussi pourquoi la sœur de Senji a autant d'émotions et pourquoi les autres sont aussi insensibles, parce que tout simplement les 4 frères Ichiji, Niji, Yunji et Sanji, vous les remettez dans l'ordre, ont été modifiés in utero, c'est-à-dire à l'intérieur du ventre de la mère. Et il faut savoir que la sœur, elle, est née avant et elle a été modifiée génétiquement après. Et peut-être que justement le papounet il s'est aperçu qu'il y avait encore quelques petits problèmes, et que vraiment pour implanter le mal à la racine, il fallait faire ça directement dans le ventre de la mère. La mère qui, entre parenthèses, s'appelle Sora. Alors Sora ou Sola parce que le L au Japon, enfin le R au Japon se prononce aussi L. Et là il y a un petit truc, je ne sais pas si c'est fait exprès de la part d'Oda ou si c'est une coïncidence, mais rappelez-vous au niveau de l'histoire qui avait été racontée par Vito, il expliquait que le héros au niveau de la marine qui combattait justement le Garma Double Six s'appelait Sora. Donc je sais pas s'il y a un petit lien là-dedans, mais ça serait sympa de creuser un petit peu. Bref, tout ça pour dire que le papounet, lui, il a décidé d'enlever toutes les émotions à ses enfants pour que ça devienne de véritables machines à tuer, parce que à quoi ça sert de donner plein de pouvoir aux gens si ces gens ont une conscience qui les empêche d'utiliser leur pouvoir à pleine puissance et de tuer n'importe qui. Et ça c'est vraiment important parce qu'on voit que la mère, elle était totalement contre, et qu'elle avait créé une sorte de remède pour contrer la modification qu'il y avait eu in utero. C'est-à-dire que peut-être que les enfants auraient gardé leur pouvoir, mais ils auraient toujours eu leur bonté, leur trait de caractère justement qui tenait de leur mère. Et on voit malheureusement que le remède n'a pas fonctionné pour tout le monde. Ça a fonctionné sur Senji qui a réussi à avoir la bonté et l'esprit de sacrifice de sa mère. Par contre les 3 autres sont totalement débiles, sont totalement what the fuck. Quoique j'ai un petit doute sur Yunji, parce que Yunji a l'air quand même d'avoir un tout petit fond à peu près potable, je dirais ça comme ça. Et ce qui est vraiment important là-dedans, c'est que quand la mère est morte, on voit bien que Jackie a quand même, le papounet a quand même une sorte de remords. Et là, on a une belle transposition, on a un beau parallèle par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Dressrosa. On voyait que Doflamingo avait toujours ce remords d'avoir tué son père et d'avoir tué Corazon. Et dans l'eau, dans l'aspect de l'eau et dans la mentalité de l'eau, Doflamingo voyait le fantôme de son frère qui venait le hanter. Et ça, on peut exactement
pensé la même chose par rapport à Senji. Zaji avait peut-être une petite once, toute petite, mais assez pour le perturber d'avoir causé involontairement la mort de sa mère. Et comme Senji reflétait le caractère de sa mère, même physiquement lui ressemblait par rapport à la mèche et aussi ses cheveux, Sanji était le fantôme de sa mère et c'est pour ça justement que le papounet l'a mis en prison et après a accepté sa libération. Et c'est vraiment très beau parce que encore une fois, ça entrouvre une petite porte de rédemption. Reiju de son côté vit avec la trace de son passé qui est vraiment implantée en elle. Elle s'en veut, elle connaît tout le drame qu'il y a eu entre sa mère et aussi son père. Elle voit la dégénérescence entre guillemets au niveau des mentalités de son frère. Elle a déjà sauvé une fois Senji. Et là, d'ailleurs, elle va même le sauver une deuxième fois, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Et elle ne veut plus, elle se sent sale par rapport au sang qu'elle a sur ses mains. Et ça, en un sens, elle le ressent par rapport à l'empathie qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et elle veut mettre fin justement à la déchéance et à sa famille. C'est-à-dire que sa famille représente le mal et sa famille n'a pas lieu de vivre dans le monde tel qu'il est. Et justement, elle ne veut rien dire pour que la famille de Big Mom tue sa propre famille. Ça, c'est quand même fou. Parce qu'elle a quand même vécu longtemps avec sa famille. Donc, faut vraiment qu'elle s'en veuille au fond d'elle-même et qu'elle accepte ça. Au niveau mental, c'est vraiment très dur. Et justement, ce conflit qu'elle a au fond d'elle-même est très bien utilisé et elle ne peut pas mourir. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible que Ichiro Oda tue Reiju. C'est impossible. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de Senji, tout est à peu près résolu. Premièrement, au niveau du Baratie et aussi d'Ivankov et compagnie, c'était seulement une menace qui était liée par rapport au Garma Double Six, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'ils se marient, donc là ils avaient un moyen de pression, et après Senji, il fallait pas qu'il s'enfuit, il fallait qu'il continue à aimer Pudding, et donc il y avait toujours cette menace. Maintenant que le Garma va être détruit, la menace qui planait autour du Baratie, Ivankov et compagnie est complètement terminée. Il y avait le problème au niveau des menottes. Et là, il y a une grosse facilité, j'allais dire grosse ficelle, bah oui, en un sens aussi, facilité. C'est trop facile. Le coup de dire, je t'ai mis des fausses menottes, c'est trop facile. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ça trop gros et c'est quelque chose qui m'a pas plu, franchement, au niveau de ce chapitre. Donc, les menaces au niveau des menottes, bah ça... c'est terminé. Et en un sens, là, on a un deuxième sauvetage de la part de la sœur envers Sanji. C'est-à-dire la première fois, c'était la libération de la prison et la libération par le bateau qui puisse justement s'enfuir. Et là, maintenant, on a le coup des menottes. Et après, il reste quoi? Il reste tout simplement à retrouver les Mugiwara, prendre le panier, donner à manger à Luffy pour qu'ils puissent tous partir ensemble. Sauf que pour partir, il faut une putain de diversion. Et la diversion, c'est tout simplement en avouant la vérité aux autres, c'est-à-dire à Papounet et aussi aux frères. Eux vont se révolter et vont vouloir latter la bouche à Big Mom. Ça va foutre un chaos innommable. Et à partir de là, je sais pas comment Brook, lui, va s'en sortir pour réussir à amener la copie du Road Poneglyph, parce que ça, quand même, c'est quand même important pour que Luffy soit le seigneur des pirates. Et il y a aussi le père Pedro qui doit s'en sortir. Maintenant, au niveau du Garma, je ne vois pas du tout l'annihilation de ce peuple et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il y a l'armée de clones. Les clones, ce sont des mecs qui ont des sortes de semi-conscience et ils ne sont pas responsables de leurs actions parce qu'ils ont été un petit peu endoctrinés. Donc je ne vois pas comment Ichiro Oda va vouloir faire tuer des pions parce que c'est quand même des humains. Encore une fois, tout le travail qu'il y a eu au niveau de la sœur de Senji, je ne vois pas autant de travail pour la tuer. Je ne vois pas un remake de Corazon par exemple. Mais par contre, je la vois parfaitement dans un super rôle. C'est tout simplement la reine des Garma Double Six. Et ça, c'est important par rapport à la suite de One Piece, c'est-à-dire la grosse guerre qu'il va y avoir contre la marine et le gouvernement mondial. Et justement, la sœur avec son armée va être quand même quelque chose d'important qui pourra prêter main forte à Luffy et les Mugiwara, et donc bien sûr Sanji. Et pour Carrot et Chopper, vous allez me dire, parce qu'on n'a pas encore eu d'informations, eh bien oui, on a eu des petites informations vraiment subtiles. Remarquez bien, au niveau de l'infirmerie, il y a des miroirs, et rappelez-vous ce que Chopper a fait, il avait demandé au miroir où était Sanji, et là donc il y a un miroir qui va voir Sanji en train de chialer et en train de parler à sa sœur, et donc qui c'est qui va arriver? Tout simplement
Chopper et aussi Carotte. Je sais même pas pourquoi j'y réfléchi alors je venais juste d'en parler. Il y a d'autres personnes qui vont aussi permettre la fuite de Luffy et des Mugiwara, c'est tout simplement l'équipage de Jinbei. Jinbei maintenant qui fait partie des Mugiwara, il y a son équipage qui est ici. Et normalement l'équipage, si je suis pas trop con, ils ont aussi récupéré Pecoms. Donc eux aussi vont pouvoir quand même aider à pouvoir s'enfuir du royaume de Todan parce qu'ils connaissent bien les routes. Et vu qu'ils sont des hommes poissons, ils vont pouvoir latter toutes les petites bestioles, les sortes de petites limaces là, qui étaient des détecteurs pour pouvoir partir. Donc à peu près encore une fois... je le vois comme ça. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse de chapitre. J'espère que vous aurez adoré le nouveau format. Ça m'a demandé beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui me prend beaucoup de plaisir à faire. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes nakamas.